Alors, nous reprenons avec le point suivant, toujours dans le chapitre des finances, et donc les APCP, les autorisations de programme et crédits de paiement, donc pour 4 opérations, dont la première, l'opération relative au complexe sportif Capitani. Monsieur Briançon. Oui, alors simplement, c'est la fin du projet qui était inscrit dans ce PPI. Donc le couple d'objectifs n'a pas bougé, il est de 28 millions d'euros. Et pour l'année 2014, il faut inscrire 6 348 000 en dépenses et 6 348 000 en recettes, avec 1 098 000 euros de subventions, 1 590 000 de FCTVA et 3 660 000 qui restent à la charge de la ville. Voilà, Madame le maire. Merci. Donc je vous propose qu'on passe toutes les APCP en suivant. Donc la prochaine, Madame Clouscar-Martinato, concernant le groupe scolaire Lucie Aubrac, la maison citoyenne et le gymnase des Ramassiers. Excusez-moi. Également une actualisation de la répartition des crédits de paiement. Réactualisation d'un montant de 1 350 000 euros qui ont glissé de l'année 2013 à 2014 liées à des opérations comptables. Ce qu'il faut retenir, c'est que le coût global de cette opération demeure de 18,1 millions TTC, avec une subvention de 255 000 euros, un fonds FCTVA de 2 581 000 euros et de 2 580 000 euros et un restant à charge à la ville de 15 272 000 euros. À noter que malgré ce glissement des opérations de paiement, la maison citoyenne, le groupe scolaire et le gymnase seront ouverts en partie en juin pour l'été, juillet 2014. L'école ouvrira en septembre 2014. Que ce groupe scolaire est dénommé Lucie Aubrac. Et une date importante à retenir, la date d'inauguration de l'ensemble fixée au 28 juin. Vous avez envoyé les invitations, Madame le maire, pour samedi qui vient. Tout à fait, merci beaucoup. Vous pouvez poursuivre avec l'extension du groupe scolaire Alain Savary. Également, une actualisation des opérations de paiement. Donc là, avec un glissement de 82 000 euros de l'année 2013 sur l'année 2014. Là aussi, un coût d'objectif fixe à 4 900 000 euros. Là aussi, aucun retard quant à la livraison du dispositif. Nous étions ce matin en visite avec l'équipe enseignante et les ATSEM du groupe scolaire de l'école maternelle Alain Savary pour visiter leurs nouveaux locaux pour la rentrée de septembre 2014. Merci. Et donc, vous poursuivez avec le nouveau groupe scolaire Georges Sand. Là aussi, donc, une actualisation des paiements, puisque l'ouverture administrative des crédits a été mise en œuvre à partir de 2013. Compte tenu de l'actualisation des paiements, un glissement de 2014 jusqu'en 2015 des opérations de paiement, avec un objectif qui demeure inchangé de 17,5 millions d'euros. Et là aussi, pas de retard quant à la réalisation des travaux, puisque les travaux ont déjà démarré sur le site du Bassac pour la construction du groupe scolaire qui a effectivement été dénommé groupe scolaire Georges Sand. Bien, je vous remercie et donc je vous propose au vote pour ces 4 APCP et donc les nouvelles répartitions des crédits de paiement correspondantes sur le compte, donc, suite aux réalisations définitives, suite au compte administratif 2013. Madame le maire, je voudrais intervenir sur le dernier point, sur la mention concernant le groupe scolaire Georges Sand. Vous indiquez dans la présentation de la construction qui nous a été envoyée que l'anticipation de l'augmentation des effectifs scolaires a conduit la commune à engager plusieurs projets de construction scolaire. Le groupe des Ramassiers, l'extension Savary et la future école du Garoussal. Il est très étonnant de mentionner que vous avez anticipé l'augmentation des effectifs scolaires.
Ce que les parents d'élèves et les enseignants de la commune ont pu constater et peuvent encore constater, c'est précisément le contraire. C'est le manque d'anticipation de l'augmentation des effectifs qui vous a obligé à prendre des décisions en urgence pour faire en sorte que la rentrée 2013, je parle bien sûr de la précédente équipe municipale, ait pu avoir lieu dans des conditions à peu près acceptables. C'est ainsi que vous avez débloqué 500 000 € pour construire en urgence 5 classes mobilaires au Cabirol pour accueillir les enfants du quartier du Garoussal à la rentrée 2013. Comme école de proximité, on fait mieux, n'est-ce pas? Pourquoi ces enfants du Garoussal n'ont pas été accueillis dans une école au Garoussal? Précisément parce que cette école n'existe pas. Et si elle n'existe pas, c'est que la commune n'avait pas prévu d'en construire une parallèlement à la construction de logements dans ce quartier et au développement démographique qui en résulte. Je vous ferai remarquer que dans le même paragraphe, enfin dans la même présentation, vous dites qu'ils sont livrés depuis fin 2009, ces logements. Comment, dans ces conditions, parler d'anticipation? À la rentrée 2014, vous ouvrez plusieurs classes élémentaires pour les enfants du Garoussal, mais dans les locaux de l'école Paul Bert, devenus disponibles suite au transfert des classes de Paul Bert sur les Ramassiers. Si l'école Georges Sand existe administrativement, elle n'existe pas dans les faits. La construction vient juste de commencer, comme vient de nous le dire votre adjointe. Ainsi, à la rentrée 2014, nous aurons 10 classes maternelles et élémentaires attachées administrativement à Georges Sand, mais loin du quartier d'origine des élèves du Garoussal. Où est l'anticipation quand chacun peut constater que les élèves du Garoussal devront faire des kilomètres pour rejoindre une école transitoire en attendant que leur école soit enfin construite? Les enfants qui ont fait leur première année au Cabirol vont aller à Paul Bert, puis au Garoussal. En 3 ans, ils auront fait 3 écoles. Donc les parents sont extrêmement inquiets, les enseignants aussi. La vérité de ce manque d'anticipation, c'est que l'école n'a pas été une priorité. Dans le même temps, s'ouvrait le luxueux et immense complexe tennistique du Cabirol et étaient construites donc ces fameuses classes mobilaires. Au Cabirol, chacun peut visualiser, d'un côté, ce magnifique complexe tennistique et de l'autre côté, les préfabriqués. Voilà. Donc vous parlez d'anticipation, il ne vous a pas échappé qu'au cours du mandat dernier, il y avait eu un changement d'adjoint lié aux affaires liées à l'éducation et que peut-être que l'anticipation était liée aussi à cette problématique. Ceci étant, l'équipe municipale précédente, avec une démarche volontaire de M. Bernard Sicard, a demandé à ce que de nombreux élus, les adjoints, s'attellent à ce dossier et nous avons décidé, avec les parents d'élèves et les représentants des enseignants, et notamment leur responsable hiérarchique, l'inspecteur de circonscription, de mettre en œuvre un nouveau groupe scolaire sur la commune. Effectivement, comme vous le relevez, nous avons aujourd'hui Paul Bert, qui est libre d'effectifs liés à un secteur scolaire. L'école Paul Bert devient maintenant une école ressource qui permettra d'accueillir les élèves des écoles que nous mettrons en rénovation dans les années à venir. Ceci étant, vous parlez des parents de l'école Georges Sand. Pour y siéger au conseil d'école, pour connaître les parents concernés, il a fallu effectivement partager avec eux ce projet. S'ils changent de locaux, ils ne changent pas d'équipe éducative, c'est-à-dire d'enseignants, de personnel à la haie qui sont associés donc à l'ensemble de la structuration éducative de leurs enfants, et qu'en passant de l'école du Cabirol, il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, dans les locaux des Cabirol, dernièrement, la semaine dernière, ils faisaient la fête de l'école et tous les parents étaient très satisfaits de l'année qu'ils avaient passée dans ces locaux et qu'ils avaient bénéficié notamment de la structure du centre de loisirs pour tout ce qui correspondait aux espaces périscolaires. Par ailleurs, donc, il y a un suivi, une continuité pédagogique, ce qui est quand même très important pour les élèves, puisque ce qui les structure, c'est bien d'avoir des référents adultes qui les accompagnent tout au long de la journée, sur le temps périscolaire et sur le temps scolaire. Et par rapport à l'école Georges Sand, nous sommes aujourd'hui dans une stratégie
de mise en œuvre d'une école avec une construction selon des modalités de conception-réalisation qui permettent d'accélérer le processus et de dépôt du permis de construire, mais aussi de réalisation de l'école. Je me souviens de Gisèle Vergnol, qui était précédemment adjointe sur la commune de Toulouse, qui faisait face, comme nous, à des montées importantes d'effectifs de population scolaire liées à l'attractivité de la région toulousaine, qui reste une région qui permet d'accueillir de nombreux salariés avec leurs familles, et qui disait qu'une école s'anticipait à l'ordre de 5 ans. Donc, je vous ramène donc aux responsabilités des personnes qui étaient donc en charge de la délégation éducation. Mais par ailleurs, ce qui est important, c'est que nous avons, à l'ouverture de septembre 2015, une nouvelle école et que cette année, nous avons pu travailler de façon efficace avec les services de l'éducation nationale en permettant l'ouverture de 7 classes sur la commune pour une montée d'effectifs de 100 élèves, ce qui va nous permettre de réduire les élèves par classe globalement sur la commune et donc de permettre un accueil de qualité sur les temps scolaires, mais également sur les temps périscolaires pour les élèves. Il me semble quand même que l'équipe avait été alertée il y a quelques années sur ce problème qui allait se poser. Je veux dire, les permis de construire permettaient de savoir que l'apport de population nécessiterait la création de classes en urgence. Et je vois qu'au Gare-aux-Salles, l'apport de population, au Ramassier c'est pareil, a quand même précédé et de loin la création des écoles. Mais alerté, moi je suis surprise par alors peut-être... je ne veux pas rentrer dans une polémique, je crois que ce n'est pas le lieu, mais il ne suffit pas d'alerter, il faut ensuite être en cohérence avec les actions que l'on pose. Et quand on acte avec l'ensemble de l'équipe et des élus en responsabilité un projet pluriannuel d'investissement dans lequel il n'est pas prévu de nouvelles constructions de groupes scolaires ou de rénovation des groupes scolaires, il ne faut pas s'étonner qu'ils n'ont pas lieu, puisque ce qui était acté au précédent PPI, qui avait été présenté par Bernard Sicard en début de mandat, c'était la mise en œuvre d'un groupe scolaire sur le secteur des Ramassiers, aujourd'hui dénommé Lucie Aubrac, et la rénovation du groupe scolaire Alain Savary pour répondre aux besoins des populations du secteur Perger-Monturon et également Gare-aux-Salles. Et que c'est bien en fin de mandat, face à des éléments tout à fait factuels, que l'équipe précédente a acté la mise en œuvre du nouveau groupe scolaire sur le secteur du Bassac, dénommé Georges Sand. Notons également dans les paramètres qui ont porté ces réflexions, et vous en conviendrez, j'en suis persuadé, que la mise en œuvre d'une nouvelle politique éducative à partir de mi-2012 a également permis d'ouvrir des perspectives en matière d'ouverture de classe, ce qui n'était absolument pas le cas précédemment. Donc là aussi, ce point particulier des ouvertures ou des fermetures de classes, et en tout cas de la possibilité, parce que ça ne ressort pas de notre compétence, mais bien de l'éducation nationale. Et c'est vrai qu'à partir de 2012, nous avons eu des perspectives favorables sur les ouvertures de classes qui se confirment encore cette année, comme Cathy Clouscar vient de le dire. Merci. Oui, Monsieur Laurier. Oui, il est faux d'affirmer que la problématique s'est posée en fin de mandat. Je me souviens très bien, sur ces bancs où je siégeais, nous avons très tôt alerté l'équipe précédente sur la part qui était faite à l'école. Il est faux d'affirmer que c'est le gouvernement socialiste nouveau qui a permis l'ouverture de classe, puisque les seuils n'ont pas évolué sur le déclenchement de l'ouverture de classe. Et enfin, d'une manière plus générale, il est incompréhensible, encore ce soir, de ne pas reconnaître une erreur, parce qu'on a fait une erreur. Ma foi, je pense que les columérins pourraient l'entendre, et de ne pas l'entendre encore ce soir, ça devient insupportable. Voilà. On peut se tromper, on peut le reconnaître, et en le reconnaissant, on peut progresser. L'inverse me paraît plus difficile. S'il vous plaît, un tout petit commentaire. Si j'ai bien compris ce qu'a dit Madame Clouscar, vous vous désolidarisez des décisions qui ont été prises par le précédent conseil municipal, qui n'a pas collectivement pu, voulu inscrire
la création de nouvelles classes. On ne peut pas rejeter comme ça la responsabilité sur un élu. Sincèrement, ça ne fait pas... C'est pas bien. Vous reformulez mes propos et vous les interprétez. Ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Moi, ce qui me paraît important aujourd'hui, c'est de regarder l'avenir et de regarder aussi la situation de la rentrée de septembre 2014. Ce que je constate, c'est que nous avons des locaux pour accueillir les élèves, que nous avons des locaux pour pouvoir justifier de l'ouverture de classe auprès de l'Éducation nationale et que ce qui est une priorité aujourd'hui pour l'ensemble des 3500 élèves que nous attendons à la rentrée scolaire et leurs familles, c'est les taux d'encadrement sur le temps scolaire. Et aujourd'hui, nous le faisons baisser de façon globale grâce au travail qui a été mis en œuvre par rapport au patrimoine scolaire précédemment, puisque quand même, quand on investit 22 millions d'euros sur l'école Lucie Aubrac, 5 millions d'euros sur Alain Savary, ce n'est pas une politique de délaissement de l'école. Et quand on investit... pour la future mandature, déjà 17 millions d'euros qui seront mis en œuvre de façon effective auprès des columérins pour septembre 2015, ce n'est pas non plus délaisser l'école. Je vous invite à regarder ce qui se fait ailleurs dans d'autres collectivités qui subissent aussi des augmentations d'effectifs scolaires et vous verrez que construire des écoles, ce sont, comme vous le notiez tout à l'heure, au vu de la conjoncture actuelle financière, des investissements politiques très significatifs par rapport à l'intérêt qu'on peut porter à l'école, aux enfants et à la communauté éducative. Merci. Donc, je mets aux voix ces APCP. Donc, qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Qui ne prend pas part au vote? Merci. Monsieur Briançon, on poursuit avec les taxes et produits irrécouvrables. Oui, donc comme chaque année, le receveur municipal nous informe d'un certain nombre de produits qui sont irrécouvrables. Vous avez, comme ça avait été demandé il y a quelque temps, l'ensemble du tableau. C'est dans le cadre, comme on le répète chaque année, dans le cadre où le recouvrement est épuisé. Donc le receveur municipal demande au conseil municipal d'admettre ces produits en non-valeur, donc pour un montant de 14 443,11 €. Et on peut voir que c'est principalement des fourrières et l'aire d'accueil des gens du voyage qui sont l'objet de cette mesure. Merci. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui ne prend pas part au vote? Merci. Alors, sur le point suivant, donc pour les subventions aux associations, pour la Commission démocratie locale et solidarité, Madame Moisan. Oui. Madame le maire, chers collègues, donc la première subvention de fonctionnement, elle est pour le secours populaire, pour un montant total de 70 000 €. Je rappelle que pour le secours populaire, nous avons mandaté une avance en janvier 2014 de 25 000 €. Donc bien sûr sous réserve de la signature de la convention annuelle d'objectifs. La deuxième est pour la passerelle à hauteur de 9 100 €, toujours avec une convention annuelle d'objectifs. Troisième subvention pour le Moulin des Savoirs, 9 000 € avec la signature de la convention annuelle d'objectifs. Ensuite, nous avons les chats libres, 2 000 €. C'est pour les stérilisations et les soins et les placements des chats qui sont abandonnés ou recueillis sur la voie publique. Les donneurs de sang, 1 000 €. France Amitié Niger, 700 €. Joyel, 300 € et Sacha Yoge, 300 €. Nous avons deux subventions exceptionnelles, Madame le maire. Une de 1 500 € pour l'espace Âge d'Or qui a fêté ses 40 ans l'année dernière, ou cette année, en début d'année. Et puis la deuxième pour l'association Behind the Smile, qui est une association de jeunes issus du lycée Victor Hugo, qui lutte contre la discrimination, et nous les aidons à la participation au lancement de la soirée qu'ils avaient fait pour se faire connaître à hauteur de 4 500 €.
Je vous propose que nous votions sur l'attribution de ces subventions pour la partie Commission démocratie locale et solidarité. Qui vote pour... J'avais une courte intervention. Excusez-moi, je ne vous avais pas vu. Merci. J'avais suggéré en commission des finances que l'on s'engage vers une harmonisation de toutes les conventions en reprenant peut-être, c'était une suggestion, l'article 3.2 suivi de la réalisation des objectifs de l'excellente convention annuelle avec Spectambule. Donc je ne sais pas où ça en est. Si tout à fait, donc on va effectivement regarder l'harmonisation de ces conventions d'objectifs en ayant aussi une vision de discernement, puisque toutes les conventions ne relèvent pas des mêmes objectifs en tout état de cause. Ce suivi-là est réalisé, mais peut-être y a-t-il lieu de mieux le formaliser. Et donc j'ai demandé effectivement aux élus concernés de représenter et d'avoir un travail sur ce sujet-là qui vous sera présenté en commission. Madame la maire, s'il vous plaît, un rappel à l'ordre. Il n'est pas prévu de vote commission par commission dans l'ordre du jour que vous nous avez proposé, puisqu'à la page 19, il est proposé d'approuver la totalité des subventions. C'était pour faciliter les opérations de vote et vous permettre éventuellement d'adapter votre vote sur certaines choses, mais je ne le prends pas comme un rappel à l'ordre, mais comme une suggestion. Le mot me paraît fort et brutal, mon cher collègue, et donc je poursuis et vous voterez tout d'un bloc, pas de souci. Alors, Monsieur Terrail, pour la commission Tranquillité publique. Merci Madame le maire, chers collègues. Deux subventions, l'une pour l'association des deux victimes, le SAVIM, donc 5 000 € pour leur permettre de pérenniser leur permanence en mairie, et une seconde concernant la CAC, l'association colomérine des anciens combattants, rituelique, 1 000 €. Merci. Est-ce qu'il y a des interventions sur ces subventions? Nous poursuivons donc avec la vie associative et les sports. Monsieur Briançon. Oui, donc des subventions de fonctionnement au titre des saisons sportives. Donc 2014-2015, l'USC Football 560 000 €, l'USC Colomiers Rugby 621 000 €, l'USC Basket 347 000 €, des subventions exceptionnelles sur le fonds conjoncturel, l'étoile gymnique de Colomiers pour les frais d'organisation de la rencontre sport santé qui a eu lieu avec le professeur Rivière, 600 €, et l'association Les Froggies Club qui ont organisé un tournoi de rugby, de beach rugby à 7 sur Colomiers, 1 000 €, et une avance au titre des subventions de fonctionnement pour l'étoile gymnique de Colomiers de 20 000 € à venir en déduction de la subvention de l'année prochaine. Merci. Y a-t-il des interventions? Oui, Monsieur Laurier. Oui, une intervention. Écoutez, la première concerne Colomiers Rugby. À cette même date, l'année dernière, on votait cette délibération. J'alertais le conseil municipal sur la réalité de la sélection des jeunes dans cette discipline rugbystique très chère à nos cœurs sur Colomiers. Il s'est trouvé qu'au mois d'août, mon fils s'est vu refuser l'entrée du club de Colomiers pour un niveau insuffisant. Voilà. Donc je le faisais à titre en tant qu'élu. Je reporte aujourd'hui la souffrance et l'exaspération des familles columérines devant ce sentiment d'injustice. J'ai croisé des joueurs pros de Colomiers Rugby qui ne comprennent pas non plus, eux. C'est d'autres valeurs qu'on transmet au rugby, me semble-t-il. Donc ça, c'est le premier point concernant le rugby. Le deuxième point concerne l'étoile gymnique de Colomiers. Là aussi, je veux alerter le conseil municipal sur ce qui se passe dans cette association, présidée par M. Venouille, présent sur votre liste lors des précédentes élections municipales. Vous donnez des éléments factuels, mais que nous serons amenés, pour lesquels moi je porterai un vœu au prochain conseil municipal. Vous demandez dès à présent d'enquêter, et au titre des subventions que vous accordez, que nous accordons à ce club, enquêter sur les pratiques financières, le management, les choix sportifs, l'utilisation des bâtiments. Il me semble que nous sommes dans une situation de danger. Le fait que je peux vous rapporter aujourd'hui, c'est le report de l'Assemblée générale.
Il me semble intéressant que les services mettent le nez très rapidement dans cette association, de manière à faire le clair sur ce qui est dit, peut-être de manière exagérée, mais sur la réalité des choses qui paraît incontestable sur un certain nombre d'éléments. Je le répète, je serai amené à apporter un vœu lors du prochain conseil. Bien, peut-être M. Briançon va nous apporter des éléments de réponse au regard d'accusations très graves, M. Laurier, que vous portez dans le cadre d'une assemblée publique. Alors, concernant, vous parlez, M. Laurier, on l'a déjà évoqué ici, vous parlez de ce que tous les gens appellent communément l'élitisme. C'est de ça que vous parlez au sein des structures et vous pourriez l'étendre à d'autres clubs de la commune, si vous faisiez le propos. Je pense que c'est mal connaître les structures sportives. Effectivement, un certain nombre d'enfants ne sont pas concernés, mais ne sont pas conservés dans les structures sportives, je l'entends. Mon neveu le premier n'a pas été conservé à Colomiers. Bon, ça concerne principalement des catégories à partir de cadets. Le taux d'encadrement des enfants de l'extérieur venant dans les petites catégories est de 21%. Je pense que quand on parle d'intercommunalité, on peut aussi comprendre que dans des associations qui sont pôles de centralité, notamment avec des villes comme Pibrac qui n'ont pas forcément de club de rugby ou autres, on puisse aussi accueillir des enfants de l'extérieur. Voilà un certain nombre d'éléments qui fait que malheureusement un certain nombre de gamins ne sont pas conservés, je l'entends, mais de là à dire que c'est une majorité de gamins columérins comme vous le laissez entendre, je ne peux pas le comprendre. L'école de rugby est forte d'un certain nombre de gamins, tous les gamins qui veulent y aller peuvent y aller. Effectivement, dans les grandes catégories, à partir de cadets notamment, il y a un pourcentage d'apport extérieur, ce qui se passe dans toutes les catégories et qui se passait déjà il y a quelques années quand moi-même je jouais au rugby. Vous ne pouvez pas nier ce fait-là. Alors, je le conteste également. On essaie de trouver des pistes d'amélioration quotidienne avec le club de rugby. On travaille avec eux sur ce point-là. C'est une remarque qu'on leur fait régulièrement. On essaie de minimiser cet impact-là, mais on ne peut pas quand même non plus se replier sur soi-même et ne pas accepter que des gamins, alors en veillant au pourcentage, effectivement, surtout dans la formation, on ne peut pas accepter que des gamins qui sont proches de Colomiers ne puissent pas pratiquer un sport qui leur plaît parce que dans leur commune, il n'y a pas de club ou parce que Colomiers ne devrait prendre que des columérins. La difficulté également, c'est que le club de rugby de Colomiers est très attractif du fait qu'effectivement, il joue en Pro D2, donc beaucoup de gamins de l'extérieur veulent venir jouer à Colomiers et que malheureusement, le taux d'encadrement, et on en a également parlé, ne leur permet pas d'accueillir un plus grand nombre de gamins. Si vous avez des solutions pour que les parents ne prennent pas ça comme une garderie pour la plupart d'entre eux, je suis preneur. Mais ça aussi, ça fait partie des choses qu'il faudra peut-être travailler et qu'il faut certainement travailler, puisqu'il y a de moins en moins de parents qui veulent s'engager à venir donner un coup de main sur les clubs sportifs de la commune. Donc ça ne permet pas d'accueillir non plus beaucoup d'enfants. Cependant, les clubs de la commune de Colomiers sont parmi les plus importants de Midi-Pyrénées. Il y a 600 gamins à l'école de foot, il y en a 300 et quelques au club de rugby, il y en a 400 au club de basket, il y en a sur 1000 adhérents, principalement des jeunes à la gymnastique dont vous dénoncez des faits dont je suis très très surpris. Je ne comprends pas. Le report de l'Assemblée générale me semble plutôt lié à des problèmes d'organisation qu'à des problèmes de malversation financière. C'est compliqué pour l'ensemble des clubs sportifs, mais je pense qu'il faut aussi, et on peut en discuter puisque certaines allusions ont été faites par rapport au football notamment, on peut aussi en discuter par rapport au niveau de subventionnement des clubs de la commune de Colomiers, où tout allait très bien quand les finances ou quand les réductions de l'État ou autres allaient bon train, étaient confortables, mais regardez le niveau de subventionnement des clubs de Colomiers par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. Peut-être que vous serez très surpris. Juste de manière très courte, Monsieur Briançon, je ne remets vraiment pas en cause votre démarche, mais c'est juste une alerte. Il me semble qu'on peut trouver des moyens. On peut trouver des moyens de faire mieux. On peut formaliser des accords qui, des fois, sont tacites
par exemple avec l'Aiguevin ou avec la Salvetat ou avec des clubs qui pourraient être des clubs relais, des clubs partenaires. Bien sûr, il faut pouvoir encourager la pratique sportive et la compétition, le challenge, ça me paraît évident. Mais on doit aussi pouvoir s'occuper et obtenir un cadre très satisfaisant pour nos enfants et qu'ils soient accueillis. Et pour l'étoile gymnique de Colomiers et les associations satellites qui gravitent, à ce stade, je ne parle pas de malversation, je souhaite alerter le conseil municipal. Voilà. Je dis qu'il faut y regarder. Bien. En tout état de cause, et lorsqu'une subvention est allouée, il y a bien sûr un examen qui est conduit, bien entendu, avec les associations concernées sur leur compte, puisqu'elles doivent fournir un certain nombre d'éléments en vue de l'instruction permettant l'octroi des subventions. Donc, vous nous alertez, des réponses vous seront apportées. Concernant le premier point, en effet, vous n'êtes pas le seul à nous alerter. C'est un sujet que nous avons déjà évoqué. Je crois que nous pouvons progresser sur ce point-là, effectivement, pour obtenir que les clubs sportifs, en effet, soit expliquent aussi plus clairement leur politique sportive aux enfants assez jeunes, parce que souvent c'est la brutalité de la décision qui crée chez ces enfants ce sentiment d'injustice que vous disiez et qui est réel, parce qu'ils ont le sentiment effectivement d'être rejetés de leur club sportif. Donc il y a aussi des politiques sportives à expliquer. Et je crois que c'est un travail que nous avons à conduire, sur lequel nous alertons. L'ensemble des clubs sportifs, ça ne concerne pas que le rugby, en effet. Bien. S'il vous plaît. Monsieur Gimena. C'est simplement une question à Monsieur Briançon. J'étais intervenu sur les gens qui venaient de l'extérieur de la commune et qui avaient un tarif beaucoup plus cher que les Columérins pour aller à la médiathèque, à la piscine, enfin, un certain nombre de services que la mairie propose. Qu'en est-il des jeunes qui viennent de l'extérieur, qui s'inscrivent dans ces clubs sportifs? Est-ce qu'ils payent plus cher? Est-ce que les contribuables de Colomiers qui se voient le refus de leurs gamins, et j'abonde tout à fait dans ce que vient de dire Madame la maire, on provoque du sentiment d'injustice. Donc, provoquant du sentiment d'injustice, il faut absolument qu'on arrête ça, quoi. Hein. J'ai entendu vos propos, mais voilà, une petite question. Est-ce que, si je suis de Pibrac, que mon enfant est très fort en rugby, est-ce que je paye plus cher qu'un enfant de Colomiers? Alors, la préoccupation qui est la vôtre est également la mienne. Je veux dire, c'est un sujet sur lequel on travaille régulièrement, je l'ai déjà dit, avec les clubs. Et pour répondre à M. Laurier, des ententes existent déjà, notamment avec l'Aiguevin, qui a été remis en cause par la refonte des championnats. Et il y a des tutorats qu'on appelle, pour ne pas laisser les gamins sur le carreau, qui vont jouer dans d'autres clubs, qui sont prêtés à d'autres clubs et qui peuvent éventuellement revenir sur Colomiers. Bien évidemment qu'on demande, comme on le fait pour les salles municipales, où on demande aux clubs de pouvoir, ou aux associations, d'augmenter la cotisation demandée aux autres personnes venant de l'extérieur de la commune, de demander un tarif supplémentaire. Alors c'est appliqué diversement en fonction des clubs. On ne leur dit pas de doubler, puisqu'on ne... Alors, il ne va pas falloir déformer mes propos comme certains, mais une association, on ne fait pas d'ingérence dans le fonctionnement de l'association, on leur demande de réaliser certaines choses et bien évidemment qu'on leur demande d'avoir des cotisations plus importantes pour les clubs, les gens qui viennent de l'extérieur que pour les gens qui viennent de Colomiers. Je ne dis pas que c'est appliqué dans tous les clubs sportifs, mais une grosse majorité le font à des niveaux disparates, je l'entends, ce n'est pas assez suffisant, c'est quelque chose qu'on va travailler et on va sûrement être beaucoup plus incisif sur la demande. Mais c'est quelque chose qui est demandé depuis très longtemps, que le niveau de cotisation qui est demandé aux gens qui viennent de l'extérieur soit plus important que ce qui est demandé aux Columériens. Oui, oui, je réponds par l'affirmative. J'ajouterai, Monsieur Briançon, que d'ailleurs sous votre initiative, on a également institué pour les Columériens le ticket sport,
qui permet aussi aux familles columérines de bénéficier également d'un accompagnement financier qui est intéressant et dont l'ensemble des clubs, notamment le foot et le rugby, profitent assez largement. On verra ça dans une prochaine délibération. Excusez-moi, Madame Bicaïs. Moi, j'avais plutôt une remarque d'ordre général concernant l'octroi de ces subventions. Je prends note que vous réalisez une étude financière des demandes des dossiers de subvention qui vous sont envoyés. Cependant, moi, je déplore qu'il n'y ait pas la moindre information financière, ne serait-ce que synthétique, pour l'octroi de ces subventions. Alors, je ne parle pas de l'association Sacha Joy d'un montant de 300 €, mais moi, quand même, ce qui m'interpelle, c'est que l'on octroie une subvention au Secours populaire. Je n'ai absolument rien contre le Secours populaire, mais une subvention d'un montant de 70 000 €, c'est quand même relativement conséquent. À titre d'information, par exemple, c'est le budget du CCAS d'une ville comme la Salvetat-Saint-Gilles. Donc, ça m'interpelle. Donc ma question, c'était de savoir, est-ce que pour certaines subventions d'un montant, on va dire, minimum, que l'on peut décider, ne serait-il pas possible d'obtenir un certain nombre d'informations financières synthétiques pour évaluer la pertinence de l'octroi de ces subventions et notamment d'évaluer le rapport entre le montant de ces subventions et le montant global du budget de l'association? Alors, ce sont des sujets que vous pouvez tout à fait aborder en commission. Puisque c'est réellement le lieu où vous allez pouvoir débattre de ce type d'informations un peu plus techniques qui vont éclairer finalement votre décision de vote ou vos observations, et bien entendu que ce sont des informations qui peuvent vous être absolument données en commission. Donc je prends note que ces informations nous seront communiquées en commission. Très bien. Je réponds, puisque à la dernière commission dont vous étiez présente, bien sûr, nous avons abordé ce sujet. On l'a reconnu, on vous a donné les dossiers un petit peu tard, mais on vous avait dit que vous pouviez aller consulter les dossiers dans les services. Ah si, madame, on vous l'a dit. Et vous n'y êtes pas allé. Donc c'est vrai qu'on avait préparé les dossiers en vous attendant, de façon à ce que vous puissiez voir les demandes de subvention telles qu'elles sont présentées et suivant un processus bien défini par les services financiers qui demandent un certain nombre de pièces obligatoires, quelle que soit l'association qui fait la demande. Alors, c'est peut-être pas le débat ici de refaire le fonctionnement des commissions, mais ne serait-il pas plus simple de pouvoir prévoir sans les demander l'octroi sans le demander d'un certain nombre d'informations concernant les états financiers des subventions sans devoir passer par des demandes auprès de la Direction générale des services, ne serait-ce que pour faciliter le fonctionnement des services et favoriser la transparence? Madame, c'est ce que nous vous avons dit à la dernière commission. On a été désolé parce qu'on s'y était pris un peu, enfin on a été pris, disons, de court, mais on vous a dit que dorénavant, vous recevriez les dossiers suffisamment tôt pour que vous puissiez avoir les éléments. Il a été dit que les éléments financiers devront être demandés auprès du directeur général des services selon un processus. Bien, donc pour l'avenir, je demande effectivement à ce que les éléments de travail, permettant un travail, une réflexion éclairée des élus qui siègent en commission, que ces dossiers puissent être préparés pour que les commissions puissent se tenir utilement de façon normale et éviter en effet de submerger ensuite les services par un certain nombre de demandes qui pourraient être diverses. Et avoir aussi les convocations en avance. Moi, j'avais une commission petite enfance hier. J'ai reçu la lettre de convocation que lundi. Donc, j'ai pas pu travailler. C'était pas possible. Bien. Ce point a été abordé dans le groupe de réflexion du règlement intérieur. Et donc, il y a des engagements qui sont pris à partir de septembre pour que ces problèmes-là soient réglés assez rapidement aussi. Voilà, en tout cas, parmi les éléments que nous voterons du règlement intérieur, ce point-là, des convocations, du temps de convocation, est abordé très clairement par le règlement intérieur. Voilà. Merci. Donc, je ne sais plus si j'avais mis aux voix. Non. Donc, je mets aux voix l'attribution de l'ensemble de ces subventions. On n'a pas fini. On n'a bien sûr pas fini. Excusez-moi.
Et donc, il manque vie associative et culture. Monsieur Vatan, et donc qui est donné pouvoir à Madame Chevalier en son absence. Bonsoir. Donc, au titre de subvention de fonctionnement pour le comité des fêtes, 40 000 €, sous réserve de la signature de la convention annuelle d'objectifs. Pour Septembule, sous réserve aussi de la signature de la convention annuelle d'objectifs, 16 000 €. Pour l'association Les Amis du Centre d'Art, 1 000 €. Pour la compagnie du Boulet, 1 200 €. La fanfare municipale, 3 500 €. Et pour la compagnie Filao, 3 000 €. Et au titre d'une subvention exceptionnelle, donc pour l'association Salon d'automne, 4 000 €. Voilà. Bien. Des interventions, Monsieur Keshidi. Alors, j'ai deux petites remarques à faire globalement sur la politique des subventions. Au dernier conseil, on a voté 95 000 € de subventions. Si on cumule les subventions que vous nous demandez de voter ce soir, ça va tourner autour de 2 155 000 €. Donc on va attribuer 2 155 000 € à des associations sans jamais avoir discuté de ce que pourrait être une politique de subvention des associations sur notre commune. Moi, je suis très content de vivre dans un pays où il y a eu une association pour 50 habitants. Incontestablement, il faut encourager le tissu associatif. Ceci dit, est-ce qu'il ne faut pas discuter d'un certain nombre de choses? Est-ce qu'il faut continuer, par exemple, sur les 2 millions, à octroyer 86% aux activités sportives, 86%, 3,1% pour la culture et 4,4% pour les associations relevant de la solidarité? Est-ce qu'on peut continuer comme ça à faire ça? C'est vraiment une impression d'on reconduit les mêmes choses. C'est anecdotique ce que je vais vous dire, mais en page 19, cette reconduction va jusqu'à écrire d'autoriser Monsieur le maire à signer les conventions d'objectifs présentées en annexe. Je savais, Monsieur Keshidi, que je pouvais compter sur votre vigilance. Je le savais. Vous pouvez effectivement compter sur ma vigilance. Depuis le début de ce conseil municipal, j'en ai... Non mais madame, c'est plus qu'une coquille, là. C'est plus qu'une coquille. Et si vous saviez tout ce que je vois passer tous les jours. Non, je plaisante. J'allais dire, j'aimerais pas être à votre place, ce qui est vraiment sincère. Alors, Monsieur Keshidi, restez à la vôtre. Il n'y a pas de souci. Très bien. Je me sens très bien dans ce rôle. Donc, alors, est-ce que c'est possible de continuer à donner de l'argent? Ça représente quand même 15%, le 6e de la fiscalité directe. Le 6e de la fiscalité directe. La fiscalité directe, c'est 13,6 millions, je crois. 2,1 millions, ça fait le 6e. Est-ce qu'on peut continuer à donner des centaines de milliers d'argent sans effectivement demander des comptes rendus détaillés? Regardez, par exemple, il y a des communes dans la ceinture parisienne qui ont encouragé les associations sportives qui créent des sections pour les jeunes en surpoids. Non, c'est pas rigolo. Non, mais on en parlait à midi. Sincèrement, Monsieur Keshidi a raison. Nous avions à midi un déjeuner sur le contrat local de santé et effectivement, je crois que nous avons une politique à conduire sur l'obésité qui est un problème de santé en France et que les clubs sportifs doivent participer dans le cadre des objectifs que nous fixions dans les conventions d'objectifs aussi de participer à la lutte contre ces phénomènes d'obésité qui entraînent des phénomènes de santé. Et non, Monsieur Laurier, ce n'est pas plus rigolo que votre fils qui, effectivement, n'a pas été accepté au rugby. Non mais, merci. Oui, donc voilà, est-ce que c'est possible?
Parce que là, encore une fois, on va tirer un coup pour un an. Hein. Alors, je vais demander à mes... Bravo. T'es con, bravo. C'est déjà cumulé ce soir. Toi, t'es con. Je vous permets de rigoler cette fois-ci. Bien. Bien. Mesdames et messieurs, je vous appelle à un peu de calme. Une dernière chose. Nous sommes des grands... Non, je n'ai pas fini. Juste une... Donc, mais on avait compris, je voulais vous répondre sur ce premier point. C'était donc la première remarque. La deuxième remarque, je ne vois pas pourquoi toutes les subventions nature ne sont pas valorisées. Toutes les subventions pardon ? En nature. Indirect, d'accord, oui. Alors, par exemple, je vais juste vous en lire une, je crois que c'est page 48. La ville se charge de l'entretien et de la maintenance des parties collectives, l'ensemble des terrains, les vestiaires, les sanitaires publics ainsi que le parti extérieur, espaces verts, voiries, etc. Le matériel acquis par la ville sera renouvelé et réparé en cas de panne par la ville. Tout ça, c'est des sous. C'est des sous qui profitent directement à l'association. Dans un souci de transparence et dans un souci de coût total, valorisées. Ça serait bien qu'on sache combien nous coûtent. Mais vous avez raison, mais nous le savons. Alors, si je peux vous répondre, et Philippe Briançon, autant que Arnaud Simion, même Thérèse Moisan, compléteront mes propos, globalement, je partage ce que vous avez dit sur le fond, et d'ailleurs, j'ai décidé de créer une nouvelle commission et une nouvelle délégation pour le développement associatif, et de regrouper notamment à la fois dans l'organisation administrative sous une même direction et dans une commission unique, le sport, la culture et le développement de la vie associative, en demandant en effet à ce qu'une réflexion soit engagée sur notre politique associative et notre soutien aux associations. Cela étant, c'est une réflexion qui mérite qu'on s'y attache, à mon sens, quelques mois pour définir ensemble le cadre d'une nouvelle politique, le cas échéant, s'il y a lieu de soutien et d'accompagnement des associations, qu'elles soient sportives, culturelles, sociales, humanitaires, pour définir ensemble les bases de la politique que nous souhaitons pour cette mandature. Néanmoins, il m'aurait semblé brutal et inéquitable de considérer que le temps de cette réflexion pouvant être un peu prolongé de quelques mois, eh bien, nous procédions sans concertation avec les associations concernées, le cas échéant, encore une fois, à une diminution de leurs subventions brutale. Donc, oui, je partage avec vous qu'on doit définir une politique dont la seule entrée ne peut pas être financière, d'ailleurs. Il ne s'agit pas non plus de redéfinir ce pacte avec l'ensemble des associations uniquement par l'entrée financière. Il y a bien d'autres sujets qui doivent être évoqués. Quant effectivement au soutien indirect ou en nature, ce que vous avez évoqué, bien sûr qu'il est valorisé, et ça, mon prédécesseur le demandait déjà, pour que dans nos discussions avec les associations, on puisse considérer l'ensemble de l'accompagnement et du soutien aux associations. Peut-être Philippe Briançon, Arnaud Simion, Thérèse Moisan pourront compléter ces propos. Oui, c'est une préoccupation qu'on partage depuis un petit moment. On est tous, je pense, convaincus que les niveaux de subventionnement sont assez disparates. Si je tentais un trait d'humour, je dirais qu'au vu du nombre de candidats qui se sont pressés dans les enceintes sportives au détriment de la culture ou du social, il y a quand même un intérêt à subventionner le sport.
C'était juste un trait d'humour, monsieur Gimena, ne me regardez pas comme ça. Je dirais juste aussi que le sport, pour certains, c'est que de la dépense physique, mais c'est aussi de la solidarité, du partage, de l'entraide, c'est aussi amener des valeurs. Donc, je partage avec vous le fait que je suis un de ceux, ça peut paraître bizarre pour un adjoint au sport, de dire qu'il y a de gros financements dans le sport et que, notamment, on ne peut pas continuer dans cette voie-là. C'est pour ça que cette année, en fonction du contrat qui avait été passé l'an dernier avec le club de football, nous avons décidé de ne pas continuer à accompagner, c'est la proposition qui a été faite, sur la base du contrat qui avait été passé avec le club de foot, de ne pas accompagner le club en national et de leur demander, s'ils voulaient rester en national, de trouver les moyens financiers qui leur permettaient de rester en national. Comme l'a dit Madame le maire, nous ne pouvions pas, puisque un certain nombre, la structure avait été adaptée, nous ne pouvions pas couper d'un coup sec le niveau de subventionnement apporté. Donc nous avons trouvé un compromis avec le club de foot pour leur permettre de continuer. C'est une des raisons qui nous a fait faire ce choix-là. Dans l'avenir, la ville de Colomiers ne pourra pas continuer, en tout cas c'est mon sentiment et c'est ce qu'on discutera, ne pourra pas continuer à subventionner 2, 3, 4, 5, 6 clubs d'élite. Donc le choix, pour ma part, sera de proposer de continuer à subventionner 2 clubs d'élite, un club féminin et un club masculin, celui qui rapporte le plus de notoriété à la ville et celui qui permet de donner le plus d'espérance aux gamins, ou en tout cas ce qui est le plus représentatif pour la ville. Je pense que, et je le redis au vu du nombre de candidats, le rugby en est le plus bel exemple. Le sport féminin, qui est le basket, en est aussi un bel exemple, puisqu'il y a énormément de jeunes filles et de personnes qui assistent à ces compétitions. Donc c'est des choses qu'on discutera à la rentrée. On va bâtir, comme l'a dit Madame le maire, une politique sportive en adéquation avec les moyens qui sont les nôtres à l'heure actuelle. C'est la proposition qui vous sera faite. De même, sur les autres associations, on ne peut plus continuer à subventionner comme on le faisait les années précédentes. Il faut trouver d'autres moyens d'accompagnement pour les associations. On peut trouver d'autres moyens de les accompagner. Quant à votre valorisation des autres des subventions indirectes, je pense effectivement qu'elles sont nécessaires pour que chacun comprenne bien quel est l'intérêt d'accompagner ou pas telle ou telle association. Je rajouterai que depuis 3 ans, c'est un chantier sur lequel on s'est attelé, notamment avec l'Omnisport, où avant il y avait une subvention globale qui était donnée à l'Omnisport et que l'Omnisport répartissait la subvention comme il le souhaitait. Nous avons demandé à l'époque à M. Sicard de pouvoir créer une commission bipartie entre l'Omnisport et la municipalité pour justement peser sur le niveau de subventionnement, pour pouvoir peser sur les directions qui étaient données à ces associations, notamment en termes de formation, qu'elles soient de jeunes, qu'elles soient d'éducateurs, qu'elles soient d'arbitres, et de pouvoir à certains moments donner des directions à travers le biais justement de la subvention ou autre. Mais c'était bien une préoccupation qui remonte, la commission existe depuis 3 ans, c'était bien une préoccupation qui remonte depuis un bout de temps maintenant. Merci. Monsieur Simeon. Oui, quelques mots brefs. Il y a beaucoup de vérités qui ont été dites ce soir, c'est clair. Ce que je peux simplement dire, c'est que sur la valorisation indirecte, les présidents d'associations qui perçoivent une subvention directe de la ville sont informés également, dans le courrier qui leur est adressé, de la valorisation indirecte des locaux, fluides et compagnie. Donc effectivement, tout à fait, on peut le rendre public. Je crois que très clairement, c'est pratiquement le double des subventions directes. On parle rapidement, donc ça il faut quand même le savoir et c'est important de le dire. Le deuxième point, Madame le maire en a parlé, elle a évoqué une nouvelle commission municipale, sport, culture, vie associative. Il y a un deuxième outil qui va nous permettre de travailler sur ce sujet, c'est
le conseil de la vie associative columérine. C'est un point sur lequel on va délibérer tout à l'heure. Et là aussi, l'ensemble des forces politiques, en tout cas, seront présentes avec les associations, avec les acteurs associatifs. Et donc, le débat pourra intervenir. Et puis, je veux juste terminer sur un point qui me tient à cœur, moi, en disant que ce sur quoi on pourrait travailler, ce serait évidemment, bien évidemment, un point sur la jeunesse, un point sur les luttes contre la discrimination et sur la mixité et la diversité. Ces 3 points, à mon avis, sont importants au niveau sportif et je pense que Philippe Briançon l'a parfaitement intégré et là dans ses objectifs. Voilà, merci Madame le maire. Excusez-moi, juste une petite question. Au niveau de la commission associative qui a été créée l'année dernière, il me semble, mon association avait fait une demande. On a été refusé parce qu'on n'était pas considéré comme culturel, alors pas plus culturel que nous, ça n'existe pas. Donc il faudrait retravailler aussi ça. Non, on s'est vu, M. Simion, en urgence, en rendez-vous avec Mme Thérèse Moisan sur ce sujet-là. Et c'est pas que mon association qui a eu ce souci, on n'est pas tout seul. Donc je voudrais quand même qu'on refasse cette commission et qu'on invite les présidents d'associations aussi pour être là et pour faire le vote. Parce que faire un vote sans président d'association rassemblé dans le même lieu, c'est pas la peine de faire la grimace. Vous êtes au courant, on s'est vu l'année dernière. J'ai le courrier dans mon sac, je peux le faire passer tout autour du public, il n'y a pas de problème. Il y a un problème ? Oui, ben oui. Là, vous abordez, excusez-moi, vous abordez simplement un problème qui vous concerne à vous d'intérêt. Donc là, on est sur une démarche beaucoup plus globale et beaucoup plus générale. Si vous voulez qu'on en parle, vous voulez en parler à Madame le maire, vous en parlerez. Mais là, on est sur une démarche globale d'intérêt général. Et donc, on ne parle pas là, Madame Noumna Zahir, de votre association. Ah non, je ne parle pas de mon association, je parle de plusieurs associations. Et d'ailleurs, je salue la nouvelle commission que Madame le maire va nous faire découvrir cette année afin de mettre toutes les associations. Parce qu'il y a des associations, je ne parle pas de la mienne, il y a beaucoup d'associations colombiers qui ne sont pas pris en compte. Donc voilà, c'est tout. Bien, donc... S'il vous plaît, mais vraiment un tout petit... je ne voudrais pas qu'on se méprenne sur le fond de ce que j'ai dit sur la politique vis-à-vis des associations. Vous avez 1000 fois raison de dire qu'il ne doit pas y avoir la seule entrée financière. Je crois que même dans certains cas, il va falloir augmenter certaines subventions. Je pense notamment aux associations qui sont un peu sur le front social, sur le front de la solidarité. Donc c'est pas uniquement faire une remise à plat de la politique des associations, c'est pas forcément diminuer les subventions aux associations. Voilà. Nous sommes d'accord, mais effectivement, je souhaite qu'on puisse en discuter dans la sérénité, globalement, avec un ensemble de dispositifs qui existent ou qui viennent d'être créés dans cet objectif. Alors, peut-être maintenant, je peux mettre au vote. Alors, donc, pour l'ensemble de l'attribution des subventions qui ont été exprimées, donc, qui ne participe pas au vote? Qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie. Donc, Monsieur Briançon, le point suivant concerne précisément le rugby, mais dans sa partie pro, et l'attribution donc d'une subvention au titre, cette fois-ci, des missions d'intérêt général. Et donc là aussi, effectivement, c'est une délibération que l'on prend chaque année au terme de puisqu'il y a 2 volets sur le rugby et c'est la fédération qui l'impose comme ça, une association et la SASP Colombie Rugby Pro. Quand il y a une club pro, elle est forcément adossée à une association et ils sont étroitement liés. Donc le montant proposé pour l'association donc Colombie Rugby Pro au titre des missions d'intérêt général qui sont déclinées dans la Convention est de 355 000 €. Des commentaires, des interventions? Elle était de combien l'année dernière, s'il vous plaît? Elle était de 418 000 l'année dernière. Merci, donc je mets aux voix. Qui s'abstient?
Qui vote contre? Je vous remercie. Nous poursuivons avec le bilan de l'aide columérine à l'accession en faveur des ménages à conditions modestes, donc complémentaires au prêt à taux zéro. Et c'est Madame Casalis qui nous propose ce bilan. Alors, compte tenu de l'ordre, je ne vais pas vous faire la lecture totale en fait de ce document dont vous avez tous pris connaissance. Ce qu'il est juste à relever, c'est qu'effectivement, nous avons en fait ce bilan qui porte en fait sur la période courant du mois de juin 2013 à juin 2014, faisant ainsi le lien avec le bilan précédent, et d'autre part qui synthétise les 5 années d'exécution de cette politique publique. Nous relèverons effectivement que donc pour la période considérée, 13 ménages ont bénéficié de l'aide columérine, ce qui porte depuis 2009 à 123 le nombre total des aides accordées au 30 juin 2014, dont 82 dossiers dans l'ancien et 41 dans le neuf. Je me permets également de porter les remerciements de toute l'équipe qui accompagne ces ménages de conditions modestes dans leur démarche, dans le cadre de ce dispositif, et qui a aussi permis sa réussite. Ce dispositif, bien évidemment, pour faire le lien avec ce qui avait été évoqué tout à l'heure par Madame le maire, s'inscrit dans une vision consolidée avec l'ensemble de la politique de mixité urbaine qui est menée par la commune. Vous aurez bien noté effectivement que ce dispositif également surabonde les dispositifs mis en place au niveau national. Merci. Merci Madame Casalis. Donc, est-ce que vous avez des commentaires, des observations sur ce sujet? Donc, je vous demande de prendre acte de ce bilan de gestion du prêt à taux zéro pour la période écoulée de juin 2013 à juin 2014, qui est favorable à cette prise d'acte. Merci. Donc, pour les affaires culturelles, nous parlons donc du concours des jeunes talents et de la composition du jury et de la fixation des prix attribués aux lauréats. Madame Chevalier. Donc, c'est dans le cadre du festival bande dessinée. Ce concours a pour but de récompenser parmi les planches réceptionnées 3 lauréats par catégorie. Les kids, 6-12 ans, les teenagers, 13-17 ans et les seniors, plus de 18 ans. Donc ce sont des chèques lire. Voilà, le montant est différent selon si c'est un premier, deuxième ou troisième prix. Et pour l'année 2014, il est proposé de définir la composition du jury autour d'un président, l'adjoint au maire délégué à la culture, représentant Madame le maire, accompagné de Madame l'adjoint au maire chargé de l'éducation, 3 représentants du service des affaires culturelles, 2 artistes dessinateurs régionaux professionnels, un représentant de la vie associative columérine culturelle, 2 représentants des partenaires de la commune, Rotary UNICEF, un représentant du conseil régional et 2 représentants du conseil municipal des jeunes. Donc ce jury se réunira le 4 octobre 2014 de 9h30 à 12h30. Voilà, et la proclamation du palmarès aura lieu le 15 novembre 2014 et le président du jury remettra les prix sous forme de chèques aux 9 lauréats lors du festival bande dessinée. Merci Madame. Est-ce que vous avez des questions, des observations particulières? Je mets aux voix, donc qui est favorable? Je vous remercie. Donc une modification des tranches des quotients familiaux. Monsieur Briançon. Oui, donc la Caisse d'allocation familiale nous a fait part d'une augmentation du coefficient familial de référence qui était de 650 précédemment et qui va passer à 680 à partir, ou qui est passé à 680 à partir du 1er avril 2014. Donc vous avez la modification qui concerne les tranches 3 et 4 comme suit. Donc les tranches 3 et 4, vous l'avez dans le tableau, de 401 à 680 au lieu de 650 et donc de 681 à 1200. Et donc, il convient que nous harmonisions nos tarifs municipaux dans le sens de cette délibération pour prendre en compte ce nouveau coefficient familial. Merci. Questions, observations? Je mets aux voix. Qui est favorable? Je vous remercie. Monsieur Ménen, pour un parrainage pour le concours 1 des meilleurs apprentis. Oui, Madame le maire, nous sommes sollicités dans le cas de l'organisation pour la 21e année consécutive en Haute-Garonne du concours
un des meilleurs apprentis. La Société des meilleurs ouvriers de France nous a fait part de la candidature de mademoiselle Rachel Lélier dans la spécialité fleuriste. Cette société sollicite notre collectivité pour le parrainage de la candidate domiciliée à Colomiers à hauteur de 30 € afin de couvrir les frais d'organisation du concours. Donc, il est demandé au Conseil d'approuver le parrainage de la candidate désignée ci-dessus et d'autoriser le versement de 30 € à la Société des meilleurs ouvriers de France. Madame la maire. Nous lui souhaitons en même temps une grande réussite dans ce concours. Je lui ferai part de ce souhait. Je mets aux voix qui votent favorablement pour porter les couleurs de Colomiers. Merci beaucoup.